Bon, bien écoutez, je voudrais saluer d'abord tous les participants au nom de la Chambre de commerce du Brésil en France, leur dire qu'on est très heureux qu'ils se soient joints à nous sur cette plateforme pour discuter avec eux d'un sujet important pour les entreprises qui ont des activités de part et d'autre de l'Atlantique, entre le Brésil et la France. Et ce sujet étant, comme vous le savez, les prix de transfert, sujet déjà traité par la Chambre de commerce il y a une dizaine d'années, mais qui finalement reste totalement d'actualité parce que même si des évolutions sont à prévoir dans les mois qui viennent, je l'espère, le sujet est toujours compliqué et nous allons d'ailleurs pouvoir en discuter grâce à nos experts. Et je voudrais saluer spécialement Maître Marie-Isabelle Niveau pour avoir pris l'initiative de ce webinaire parce qu'elle préside la commission juridique de la Chambre et très naturellement, elle nous a proposé de développer ce sujet des prix de transfert et nous avons immédiatement accepté parce que ça me semble en effet un sujet qui préoccupe beaucoup d'entreprises et qui est toujours épineux et nécessaire d'en connaître tous les aspects. Alors, pour cela, on a la chance aujourd'hui d'avoir deux experts éminents qui vont nous expliquer la situation respective en France et au Brésil. D'abord, notre ami Arnaud Colson, qui est au cabinet Gouveia à Paris et qui est un expert fiscal renommé, en dépit de son jeune âge, il est très calé, et en particulier sur cette question des prix de transfert. Et puis nous avons la chance d'avoir, en dépit de l'heure, enfin, grâce au décalage horaire encore convenable de cette saison, votre collègue, le maître Ciro César Soriano, qui lui est à São Paulo et qui est aussi un expert remarqué de la fiscalité brésilienne. Et donc, au titre de ses compétences, il est particulièrement calé sur les questions des prix de transfert. Je précise d'ailleurs qu'il est membre de l'Instituto Brasileiro de Direito Tributario, qui est l'institut fiscal brésilien officiel. Et donc, à ce titre, on a affaire vraiment à un expert absolument qualifié. Donc, je vais leur donner la parole, mais je voudrais d'abord que Marie-Isabelle nous dise quelques mots et ensuite nous attaquerons le sujet proprement dit, avec la possibilité, bien sûr, pour vous de répondre de poser des questions qui vous sembleront pertinentes à la fin de deux exposés. Et puis, nous conclurons pour voir s'il y a des perspectives d'évolution sur ce sujet. Merci, Marie-Isabelle, à vous. Bonjour à tous, merci d'être là. C'est un autre événement de la commission juridique de la Chambre de commerce du Brésil en France. La commission, comme vous savez, qui a été créée il y a à peu près 1 an et demi et que malgré les circonstances Covid, nous essayons de animer des webinaires, de publier des articles et très prochainement, nous allons faire une série de podcasts sur des sujets qui intéressent nos membres entre les membres de la Chambre de commerce et les membres de la commission juridique. Donc, ça sera des discussions très pratiques entre un avocat ou un expert comptable, parce que la commission juridique, elle regroupe aussi des experts comptables et des chefs d'entreprise, des professionnels sur un sujet donné. Aujourd'hui, donc, on a vraiment la chance d'avoir deux experts, un brésilien et un français, tous les deux versés sur la fiscalité internationale, tous les deux avec un parcours
professionnels auprès de cabinets ou de sociétés d'audit internationales et qui vont nous montrer un regard croisé sur le cadre fiscal existant entre la France et le Brésil en matière de transfer price et, pour plaire, monsieur le courtier, prix de transfert. Voilà. Ciro, il suit de près l'évolution de la législation brésilienne pour s'adapter à la législation internationale et aux règles de l'OCDE. Il y aura une petite introduction donc sur les constats de la communauté des affaires sur cette problématique du prix de transfert. Ensuite, Arnaud va nous exposer les points de vue de la législation française sur la question. Ensuite, Ciro va parler sur le cadre brésilien, fiscal brésilien en matière de transfer price, pour ensuite répondre à toutes vos questions. Ça a l'air d'être extrêmement intéressant, extrêmement technique. C'est très bien qu'on puisse offrir à nos membres des discussions très techniques qui peuvent avoir une valeur ajoutée dans leurs activités. Je vous remercie à tous et je passe la parole à nos intervenants, Arnaud et Ciro, qui vous pouvez activer vos caméras. Voilà. Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup, monsieur le courtier Rose, pour l'organisation de cet événement et pour cette introduction. Merci beaucoup, Marie-Isabelle, également pour cette présentation. Je vais partager donc mon écran pour que vous puissiez regarder notre présentation en même temps que je vous parle. Voilà, donc comme évoqué, donc le sujet d'aujourd'hui va concerner les prix de transfert, donc qui est un thème de fiscalité internationale incontournable, qui peut rapidement devenir très complexe quand on rentre dans le détail d'un tel régime. Mais notre objectif aujourd'hui avec Cielo, c'est avant tout d'avoir une approche pratique et que au cours de cette heure de webinaire, vous, décideurs, entrepreneurs, dirigeants d'un groupe, vous puissiez ressortir de cette présentation avec 3-4 idées essentielles qui vous permettront d'identifier mieux des éventuelles zones de risque sur des flux intragroupes que vous pouvez avoir au sein de votre groupe et qui vous permettront probablement donc, de mieux sécuriser vos flux intragroupes une fois que nous traitions les différents sujets. Donc, effectivement, le choix qu'on a fait, c'était d'abord d'entendre la voix de la communauté des affaires. Donc, on est parti d'un schéma très pratique qui est donc une société mère française donc qui a une filiale au Brésil, qu'elle détient à 50% ou plus. Cette filiale, son intérêt économique, c'est évidemment de réaliser des profits et une fois réalisé, l'intérêt aussi, c'est de pouvoir dans certains cas, remonter, rapatrier les fonds de la filiale brésilienne vers la société mère française. Et pour rapatrier les fonds, il y a plusieurs types de revenus suivant leur nature, les dividendes, les intérêts, les redevances et les services techniques. Et chacun correspond à une opération donnée. Les dividendes rémunérant le capital, les intérêts un prêt, les redevances l'usage d'une marque et les services techniques, un service opérationnel. Et donc, ce qui amène au point, donc désolé peut-être que la vidéo coupe un peu la citation, je vais la mettre là, voilà. Et donc, premier constat qu'on entend souvent de nos clients ou d'entrepreneurs, quand il s'agit d'évoquer la situation au Brésil, je peux laisser plus de marge opérationnelle au Brésil, 60% par exemple, car de toute façon, le profit taxable de ma filiale est plafonné à 32% du montant de son chiffre d'affaires. Donc ça, c'est une première remarque intéressante. En gros, c'est de dire qu'au Brésil, je vends un service 100 reais, alors qu'il ne me coûte que 40 reais. Je réalise donc une marge au niveau comptable et économique de 60.
sauf que fiscalement, je peux bénéficier d'un régime qu'on appelle donc le régime du bénéfice présumé, qui me permet d'être taxé que sur 32% du montant de mon chiffre d'affaires. Dans mon exemple, si je vends un service 100, donc mon chiffre d'affaires c'est 100, je ne serai taxé que sur 32, alors que ma marge opérationnelle, ma vraie marge économique, elle est de 60. Donc, ce que me disent souvent les entrepreneurs, c'est pourquoi je m'embête à mettre des charges au niveau de ma filiale brésilienne, puisque de toute façon, le bénéfice taxable sera plafonné à 32%. Donc, on va voir pourquoi ce type de réflexion peut s'avérer dangereux sur le long terme. Et la deuxième réflexion qu'on entend souvent, c'est notre société mère française ne facture pas ou facture peu de services à sa filiale brésilienne parce que la rémunération de tels services serait trop lourdement taxée au Brésil. Donc là, bien sûr, entendu, on parle d'un sujet qui est assez connu dès qu'on parle d'investissement à l'étranger, notamment au Brésil, c'est la problématique du cash trap. Donc, la problématique du cash trap, c'est de savoir en gros qu'est-ce que ça coûte au plan fiscal de ressortir des capitaux d'un pays comme le Brésil quand nous, société mère, on a une filiale au Brésil. Et là, je crois que je vais laisser la parole à Cielo, pour qu'il fasse un rapide tour de cette taxation. Cielo, est-ce que tu nous entends? Do you hear me? Okay, yes, I do. Okay, first of all, thank you very much for all of you, Monsieur Lepetier, Cher Maria Isabel, for this opportunity of taking you. And I'm sorry for the previous connection issues I faced here. So now I know what you were mentioning is that referring to the to some revenues that are paid from Brazil to France. Dividends are exempt from any taxation, neither withholding tax or income tax are levied on dividends, nor IOF. IOF, which is a kind of transaction tax, okay, financial transaction tax. Interests are levied under a 15% rate, and they are considered as if it were paid as 20% to France. Okay, the French authority, they allow to credit 20%, although 15% has been paid. Redevance, as you mentioned, royalties are levied on a 15% withholding tax, and then the Brazilian entity who is paying will bear another burden, which we name as a CIDE, CIDE, of 10%, and plus service tax from 2 to 5%, which is a local tax. So this taxation may vary from 27 to 30 while paying royalties. Service is quite similar with a plus taxation referred to PIS and COFINS, which is an import taxation levied on importation of services. So this additional rate of 9.25% is additional to the previous one, and the capital gain on an average of 20, but in fact there are brackets from 15 to 22.5% levied on the capital gains. Okay, so this is a kind of attention on general rules that are nowhere mentioned before while performing payments from Brazil to France. Okay, then you can take it back again. Obrigado, Cielo. Donc, là ensuite, on reste sur toujours ce constat de la communauté des affaires, sauf qu'on est dans la situation inverse. On a un groupe implanté au Brésil, qui a sa société mère est au Brésil et qui a une filiale en France. Donc là-dessus, je passe vite, mais on s'est posé la même question. Donc souvent, ce qu'on peut entendre des groupes brésiliens, donc nous laissons peu de marge en France, car notre filiale distributrice s'appuie essentiellement sur la valeur de la marque du groupe développée au Brésil et sur ses équipes au niveau de la maison mère. Donc ça, pareil, c'est une façon, donc, comme souvent
l'approche vis-à-vis de la France est de considérer que c'est un pays qui taxe lourdement les entreprises. Ça a un petit peu évolué avec l'élection de M. Macron et l'abaissement du taux de l'impôt sur les sociétés. Mais c'est vrai qu'historiquement, on a cette croyance qui fait qu'on laisse peu de marge en France et on essaye de justifier ça en disant qu'en France, il y a peu de personnel, peu de coûts de structure et donc on ne justifie pas vraiment de marge. Alors, est-ce qu'il y a un cash trap en France? On peut se poser la question. Sur les dividendes, c'est sûr que c'est moins efficace qu'au Brésil, puisqu'on a une remontée avec le Brésil où il y a quand même une retenue à la source de 15%, alors qu'on vient de le voir au Brésil, c'est 0, même si ça pourrait évoluer. Sur les intérêts, en revanche, il n'y a pas de retenue à la source. Au niveau de l'usage d'une marque par une filiale française, donc là, par contre, on se rend compte que le frottement fiscal est assez important, 25%. En revanche, sur les services, et ça, c'est un point très important, une société mère brésilienne n'a aucun problème à facturer des services à sa société, à sa filiale en France. À partir du moment où elle n'a pas d'établissement stable en France, elle n'a pas à être taxée en France par voie de retenue à la source. Et enfin, si à un moment donné, les parts de la filiale devraient être cédées, on a une imposition autour de 26,5%, qui est le taux en fait de droit commun de l'impôt sur les sociétés. Donc, quel est le cadre fiscal en France des prix de transfert? On rentre dans le sujet. Voilà, donc on a un principe en France qui est le principe de pleine concurrence, qui est inscrit dans la loi. Donc ça suppose deux choses. Donc tenir compte d'une rémunération des transactions qu'une société réalise avec des sociétés du groupe situées à l'étranger. Donc il faut forcément qu'il y ait un élément d'extranéité, ce qui est le cas évidemment dans le cadre d'un flux franco-brésilien. Et ensuite, donc, on a ce principe de pleine concurrence qui est le principe qui sous-tend l'article 57 de notre Code général des impôts. Alors, qu'est-ce que va vérifier l'administration fiscale très concrètement? Elle va vérifier donc qu'elle va voir dans la déclaration fiscale d'une société française l'identité de ses filiales. Et si elle identifie donc une filiale domiciliée dans un autre État, le Brésil ou ailleurs, elle va pouvoir s'interroger et demander comment cette société mère se rémunère, facture des services éventuels qu'elle pourrait rendre à sa filiale. Et si c'est le cas, est-ce que ces factures, est-ce que la société mère déclare sa juste part du résultat devant lui revenir sur cette activité brésilienne? Et donc, pourquoi ça, c'est une arme redoutable? Parce que si l'administration ne se rend compte, par exemple, parce que la société mère ne facture aucun service à la filiale, alors qu'on se doute bien que localement, la filiale n'a pas suffisamment de ressources pour réaliser son chiffre d'affaires et qu'elle est appuyée par sa société mère, si on se rend compte finalement que la société mère facture pas ou facture peu, l'administration fiscale redresse le résultat fiscal en disant, en fait, vous auriez dû facturer 200 000 euros, 300 000 euros de flux de services alors que vous ne les avez pas facturés, je les rajoute à votre assiette taxable. Il faut savoir aussi que c'est aussi une arme redoutable parce qu'en France, on a des obligations documentaires. Ça dépend des seuils de chiffre d'affaires consolidé, mais il y a deux types de documentation. Il y a une documentation assez lourde qui doit reprendre un peu le cadre de l'OCDE qui doit être communiqué à l'administration sur demande. Et il y a aussi une obligation annuelle pour les sociétés qui ont un chiffre d'affaires au moins de 50 millions. Donc ça fait quand même déjà un premier tri. Et annuellement, dans les 6 mois de la date limite pour déclarer ces résultats, il faut aussi déclarer une déclaration simplifiée qui documente et décrit la politique de prix de transfert utilisée. Alors, c'est un point important. La France reprend les principes de l'OCDE. Donc, la France est totalement alignée avec les travaux de l'OCDE. Et ensuite, il faut appliquer une méthodologie. Donc, la méthodologie pour déterminer ce prix de transfert, parce que je pense qu'on a tous compris à ce stade qu'est-ce qu'un prix de transfert, il faut donc une analyse de comparativité. Et là, on rentre dans un niveau de granularité un petit peu plus important. Donc, il faut évidemment que la rémunération de transactions intragroupes soit conforme à celle d'entreprises indépendantes. Si on prend l'exemple le plus appréhendable, c'est évidemment une marchandise. Si elle est vendue par votre concurrent à des tiers 100 et que vous la vendez 50 parce qu'il s'agit de votre filiale, évidemment, donc, il va y avoir un problème. Donc, conforme à celle d'entreprises indépendantes, réalisant des transactions comparables, parce que ce n'est pas toujours le cas de comparer un service très, très spécifique qui correspond à une technologie particulière d'un groupe. Ce n'est pas toujours évident de calculer, de comparer cette transaction avec une transaction d'un concurrent, puisque parfois, vous êtes dans une situation aussi de monopole, et dans des conditions comparables également. Ensuite, donc, on applique une démarche méthodologique en 4 étapes.
D'abord, donc évidemment, identifier la transaction de l'entreprise et ensuite sélectionner la méthode de prix de transfert la plus appropriée. Alors, ces méthodes, elles sont préconisées par l'OCDE, mais dès lors que la France autorise les contribuables à se fier aux travaux de l'OCDE, et même l'administration fiscale elle-même peut utiliser des méthodes reconnues par l'OCDE, on considère que ces méthodes donc, sont totalement applicables. Et après, l'enjeu, c'est de trouver la bonne méthode qui s'applique à la bonne transaction. Donc, le prix comparable sur le marché libre, je suis rapide là-dessus, c'est donc la méthode la plus intuitive, c'est vraiment comparer le prix d'une marchandise avec celle que la marchandise de votre concurrent va facturer à ses clients. Le prix de vente minoré, c'est partir du prix de vente et enlever une marge pour arriver au coût de revient. Le coût de revient majoré, ce qu'on appelle souvent cost plus, c'est notamment utilisé pour tout ce qui est prestation de management fees, prestation de management. C'est prendre par exemple le coût d'un salarié et rajouter une marge et facturer ça. Ou enfin, la méthode transactionnelle de la marge nette et celle du partage des bénéfices. Ensuite, on identifie donc les transactions entre parties indépendantes et on vérifie que ce qu'on cherche à comparer, soit c'est un prix, si on est dans le prix comparable sur le marché libre, soit c'est une marge, si on est sur la méthode transactionnelle de la marge nette. On compare ce prix, cette marge qui est appliquée par votre société, votre groupe, à celle qui aurait dû être appliquée dans un contexte de pleine concurrence. Et ce contexte de pleine concurrence, vous pouvez l'avoir en interrogeant des bases de données économiques. Et c'est souvent un travail qui est fait avec des partenaires économistes qui permettent de dire, voilà, aujourd'hui sur ce marché, sur ce type de transaction, l'intervalle de prix se situe entre temps et temps. Alors, rien de mieux qu'un bon exemple pour permettre d'assimiler les concepts que je viens d'évoquer. Donc, prenons donc un groupe français qui a une filiale au Brésil détenue à 100%. Le groupe développe et commercialise une solution logicielle. Donc, la transaction intragroupe identifiée par la filiale brésilienne, c'est l'activité de distribution, puisque mon groupe, ni plus ni moins, donc, implanté cette filiale au Brésil pour distribuer cette solution. Donc, il se trouve que pour une activité de distribution, sans rentrer dans tous les détails, la méthode transactionnelle de la marge nette est une méthode plutôt bien admise, y compris par l'administration fiscale, pour tester la conformité des prix au principe de pleine concurrence. Donc, cette méthode, ça consiste en gros à comparer la marge opérationnelle réalisée par la filiale dans le cadre de la transaction intragroupe avec les marges opérationnelles qui sont réalisées par les entreprises indépendantes. Alors, qu'est-ce que c'est que ce tableau? Ça, c'est un document de travail très utile pour justement commencer ce travail d'analyse prix de transfert. On fait en fait ce qu'on appelle une analyse fonctionnelle, c'est-à-dire on répond à la question qui fait quoi. La société, pour réaliser un service, une solution par exemple de logiciel, on va découper en plusieurs fonctions les composantes du service. Pour réaliser ce service, il faut de la conception, il faut de la R&D, il faut de la production, il faut distribuer, il faut détenir la marque, puisqu'il faut qu'il y ait une marque, il faut du marketing, il faut de la promotion, etc., etc. Là, donc, on va également aussi étudier où sont les principaux actifs. Là, on se rend compte que le code source du logiciel est plutôt en France, la marque également, mais qu'en revanche, le fichier client pour la clientèle brésilienne ou sud-américaine est au niveau de la filiale. Et ensuite, les principaux risques. Qui va être responsable en cas d'impayé? Qui va être responsable en cas de risque de change? Et donc, dans notre cas précis, on se rend compte finalement que la société mère fait beaucoup de choses. Alors qu'on va se rendre compte que la société mère ne facture rien. Pourquoi? Pour revenir au constat qu'on a fait en début de présentation, parce que le dirigeant m'expliquait qu'on ne pouvait pas facturer des services au Brésil parce que les services étaient trop lourdement taxés à la sortie au Brésil. Moyennant quoi, on se rend bien compte qu'il y a peut-être potentiellement une zone de risque en France, puisque la France fait finalement la majeure partie du service et mériterait peut-être une rémunération. Là, ensuite, finalement, donc, la deuxième étape, c'est OK, je vais interroger les bases de données économiques et voir, lorsqu'une filiale distribue une solution, quelle est généralement la marge opérationnelle qu'elle réalise sur ce secteur particulier du logiciel. On s'est rendu compte, par hypothèse, que la base de données fait ressortir une marge opérationnelle qui oscille entre 3 et 7%. Donc, pour simplifier, on a fait une moyenne.
dans l'intervalle de prix qui était donné, on a pris la médiane, 5%. Or, si on jette un œil aux résultats de cette filiale, simplifié, on se rend compte qu'elle avait un chiffre d'affaires d'1,8 million en reais, puis 2,7 millions, puis 2,6 millions, donc on était dans un début d'activité sur les 2 dernières années. La société mère ne facturait rien, donc ce qui faisait qu'elle réalisait une marge opérationnelle très importante de 81%. Alors, sachant que la différence entre 1,8 million et 1,4 million, ce sont des coûts de structure, c'est-à-dire qu'il y a quand même du personnel à rémunérer localement au Brésil, il y a des locaux peut-être aussi à louer, plus 2-3 frais marketing qui fait qu'on est passé d'un chiffre d'affaires hors taxe de 1,8 million à 1,4 million en profit opérationnel. Mais en revanche, la filiale ne versait pas de rémunération à sa société mère. Donc, elle réalisait des marges opérationnelles très importantes. Or, on s'est rendu compte finalement que du point de vue de la France, il aurait fallu que la filiale dégage une marge opérationnelle de 5%. Donc, dans ces cas-là, on calcule, on fixe une marge opérationnelle cible de 5%. Et une fois qu'on a cette cible de 5%, ça nous permet de recalculer la somme qui aurait dû être facturée par la société mère à la filiale. Et donc, on se rend compte en fait qu'il aurait fallu majorer le résultat fiscal de la société mère en France de ces deux montants-là. 1,3 million, 1,2 million, une fois évidemment converti, une fois que ces montants ont été convertis en euros. Je passe rapidement donc, sur une jurisprudence récente, je passe rapidement parce que je voudrais aussi qu'on ait pas mal de temps pour évoquer la situation du Brésil. Alors là, on est dans une autre situation, on est dans l'opposé. C'est pour ça que c'est intéressant d'évoquer les deux scénarios. Là, on a une société mère étrangère. Alors, pour les besoins du Conseil d'État, ça ne concernait pas une filiale brésilienne. Le Conseil d'État était très actif sur le Brésil cette année, a rendu des arrêts très intéressants sur la notion de résidence fiscale et sur l'imposition des revenus fonciers. En revanche, pour l'instant, sur les prix de transfert, il est resté assez muet. Donc là, vous allez voir, ça vise une société mère italienne et donc qui a une filiale en France cette fois. Donc, pourquoi je parle de cette jurisprudence? Parce que c'est assez rare que le Conseil d'État, qui est notre plus haute juridiction, s'intéresse à ces questions de prix de transfert. Donc, lorsqu'il y a une décision, il faut tendre l'oreille. Donc, quels étaient les faits? Donc, il s'agissait du groupe italien Ferragamo, donc les chaussures de luxe. La filiale en France donc, distribuait les produits de la société et l'administration fiscale française a considéré que la filiale en France n'avait pas suffisamment de marge brute. Alors, quels étaient les arguments? En gros, ils ont considéré que Ferragamo en France avait supporté des charges extrêmement importantes au niveau des salaires, au niveau des charges externes. Ils avaient considéré que ces charges étaient supérieures à celles des concurrents de Ferragamo, qui étaient installés en France depuis plus longtemps. Ils ont donc comparé ça avec 19 entreprises et se sont rendus compte en comparant les bilans que les charges externes et internes de la filiale française étaient bien supérieures à celles qu'une société distributrice supporte habituellement. Du coup, ça n'a pas loupé. La filiale française avait été continuellement déficitaire. C'est ça, je pense, qui a aussi alarmé, qui a attiré l'attention de l'administration, c'était de se dire que cette filiale était un centre de coûts et chaque année générait des pertes plutôt que des profits. Et donc, l'administration a redressé en considérant que la filiale aurait dû être positive et avoir une marge supérieure. Et alors, quelle a été la position du Conseil d'État? Le Conseil d'État a confirmé la position de l'administration en considérant en fait qu'une filiale, là c'est le raisonnement un peu inverse à ce que j'ai évoqué tout à l'heure dans la situation d'une société mère française, c'est que parfois l'administration, quand ça l'intéresse évidemment, va dire que la filiale fait beaucoup plus de choses qu'on estime qu'elle fait en réalité. C'est-à-dire que comme il fallait rattraper le retard qu'avait Ferragamo au niveau de la valeur de sa marque en France par rapport à ses concurrents, le Conseil d'État considère que la filiale en fait réalisait des efforts de marketing supérieurs que la société mère devait rémunérer. Et donc, il n'était pas normal que la filiale ait des charges aussi importantes,
puisque le chiffre d'affaires, lui, en tant que tel, était le même que celui de ses concurrents, mais c'était son niveau de charge qui était trop important. Et donc, le Conseil d'État a donné raison à l'administration en redressant, en rajoutant à l'assiette fiscale la marge brute que l'administration fiscale estimait correcte. Voilà. Donc, je crois que j'ai fini avec le cadre fiscal des prix de transfert en France. Ciro, I leave you the floor. No, you can hold please the control. So okay. I'll tell you to go the next. Okay. So you can go next. You can go next, please. You will see that the main difference that we have from Brazilian rules with the French and OECD rules is that Brazilian transfer pricing rules are mainly stand on fixed margins in almost every situation. Okay, you will see in the next. Can you go next, please, Arnold? This chart is a summary of our rules in import and export transactions. As you may see, we have almost the same rules for import and exports. We have the same standard. Let's say that we still have the antique, the criteria that OECD have established before 1995. So the first chart line refers to the comparable and controlled price methods, which is just an average benchmark in prices for both import and transactions. Now we have a first problem because it's quite difficult to know and to have reliable information to have this benchmark price. Okay. And these two, the resale margins and the cost plus margins, are the main criteria, the main rules that we apply in Brazil for transfer pricing, both to import and export. The difference is that the import, we have these fixed margins according to the sector. Okay, for instance, for import, we have 40% for farm and chemical products, tobacco, optical, and so on. 30% for chemical products, pulp and paper products and metallurgy, and 20% for all other sectors. Okay, looking at the export side, we have there these two margins that vary according to whether the export is performed to a wholesale destination or a retail. So is 15% margin is the minimum margin acceptable as taxable for the export to wholesale destination, and 30% while exporting to a retail destination. These are the minimum margins that are acceptable for export, and the other side is the maximum cost acceptable for deducting for the corporate income tax. Okay, you can see that for we have just 2 percentage for export. We do not have the 20% as we had for other sectors. And finally, there is the cost plus margin. While importing, the maximum acceptable is the margin of 20% ex-deductible, and while exporting, the minimum margin acceptable to be taxed here in Brazil is 15%. Okay, so as you see, the main ideas refer to these fixed margins, and this is one of the problems that we refer while checking and balances the profits taxed in France and in Brazil. You can go in the next, please. We have we had an amendment in Brazilian legislation. It was in 2013. This amendment made a modification according to the commodities transactions. They are taxed according to the commodity exchange markets. Okay, with the 3% margin difference margin acceptable. Okay,
can go next, please. And then the financial transactions, it varies according to whether the transaction is being performed previously in dollars or in reais. Okay, so the acceptable rate for both transactions as minimum and taxable and maximum deductible is the pre-rate interest rates of sovereign bond, Brazilian bonds. Okay, in the LIBOR when the transaction is performed in other currencies. Next, please. So here we have movements to the OECD. Yes. Juste un point intéressant par rapport à la législation française, c'est qu'en fait, finalement, on se rend compte que on n'est pas loin de dire un peu la même chose entre la France et le Brésil. Il y a des marges à respecter, mais là où se situe la nuance, c'est que là où la France renvoie à des marges qui vont pouvoir évoluer parce qu'elles sont basées sur une analyse de marché qui, par définition, comme il s'agit de données économiques, peut évoluer chaque jour, alors que avec le Brésil, et ça c'est vrai que pour les groupes français c'est parfois assez surprenant la première approche, on se rend compte que ce sont des marges qui sont fixées dans la loi brésilienne et qui ont quelque part du coup un caractère intangible. Donc, je pense que c'est la vraie différence de nature avant une éventuelle évolution évidemment. Je voulais juste rajouter ça. Désolé Ciro, je te redonne la parole tout de suite. Okay, thank you, Arnaud. The problem that we have with these fixed transactions, fixed margins, is that sometimes we have a double taxation because there might be an interception between profits that are taxed both here in Brazil and in France, because in France you have all the criteria, and we do not have those in Brazil. And here in Brazil, the point of discussion here refers to what's the appropriate, what's the method to be applied while the OECD chooses the most appropriate method, which means that it's important to understand what is the contribution of each part of the transaction to the profit that being accrued in that transaction. This is that we can, for us to understand what would be the most appropriate method. While in Brazil is not concerned on analyzing what it would be the contribution of each entity, both import and export entities, to the transaction, but just to apply the best method. What is the best method? Is just a method that is concerned to keep some taxation here in Brazil, regardless there would be double taxation or even non-taxation at all. Okay, so this is the problem that the traditional and current rules, Brazilian rules, are facing of the discussion between the best method, that is just application of those fixed markets, and the most appropriate method that is identifying the contribution of each entity to the transaction, are implying some situations with double taxation and other with no taxation at all. You can go to the next, please. So the current scenario is that we have in this first column the OECD. These are the standards, okay, the comparable uncontrolled prices, the resale price, and cost plus margin in their correspondence in Brazil. These three used to be the first and traditional methods that used to suggest and proposed by OECD during the 90s. In Brazil, but the OECD had some evolution and included other two methods, which are the transaction net margin method and transaction net profit split methods. These methods, they
they proposed to make that functional and risk analysis that are no commented before. Okay, and that's what we do not have in Brazil. You can go next, please. No. So once Brazilian and OECD they took knowledge, they saw that there were problems with the Brazilian standards. They issued a report. In fact, they started on joint work in 2017, and then they issued a report in December of 2018, working to the convergence of the Brazilian rules towards the OECD standards. This convergence recognizes this difference between the Brazilian and OECD standards, and in this difference they imply in a double taxation and some tax avoidance practices also too. There were a consensus that the Brazilian OECD alignment would be gradually but reached to all sectors. Okay, and besides that, they agreed there was some alignment through which some principles referred to the Brazilian standards would not be revoked. There is a characteristic. There are two interesting characteristics in Brazilian standards referred to the certainty and simplicity for both taxations, for both tax administrators and taxpayers, because calculating the adjustments is just a matter of applying fixed rates, while the OECD methods they demand some evaluation on the function and risks. So by this time, the discussion was should be this simplicity be kept with the harm of double taxation or some tax avoidance, or should that be fixed? Okay, so this were the questioning that were posed by the report, and this guided the work that they have made by that time to now. Next, please, Arno. Well, in October 2020, there were a public hearing, okay, and this public hearing they were trying to understand what would be if there would be some contribution from the third parties, referred to some ideas, some guidance that were driving the amendments that would be made in the Brazilian rules. But there were yet publishing which were these ideas, and now we can understand what would be these amendments towards to OECD standards. There would be some two main ideas that refer to working with some safe harbors provisions to and other comparabilities, but to assure that the Brazilian standards would fully adhere to the arm's length principle, while preserving the simplicity and certainty. Okay, next, please, Arno. The safe harbors is something interesting to understand because while dealing with just fixed margins, sometimes there are situations in which the Brazilian jurisdiction would not receive the proper revenues just because in some transactions the main profit would be accrued abroad, but by applying the margin, the fixed margins, everything would be right here in Brazil, because if you just export with a cost plus 15%, for instance,
the export is in compliance with the Brazilian taxation, but if the profit is in fact accrued abroad, this profit is not perceived by the Brazilian authorities. And that is a kind of safe harbors. They are simple, but sometimes they do not give a proper treatment for this transaction. Okay, and in the other measure, in certain situations that would be in that, okay, there is a conflict among the jurisdictions, so we would work with this, what is named the advanced price arrangements. So the idea is to have a deal, let's say like that, with the tax authorities to discuss what would be the appropriate margin, okay, in the transaction. The next one. So now the current situation that we have the safe harbors for export and one for import, and this it's interesting to understand that from the international perspective, the Brazilian transfer price system is a set of safe harbors, just applying the fixed margins. And now what we would have is the creation of these transactional methods combined with some safe margins, and the other one to have safe harbors for service, financial, and intangible operations. And these are the ideas. There's some of possible changes. Okay, next, please. We have these fixed margins that we explained before. Okay, and these possible changes would be to have other margins according to other sectors, and we have a practice in Brazil with other taxations, with the Brazilian VAT, and through this system, through this regime, the tax authorities they work by gathering benchmarks of prices to each sector, and they fix these fixed margins to each sectors to understand what are the benchmarks. So instead of having private work to understand what would be the benchmark, so we would have some official work made by tax authorities or other economic research foundations, some such as the Universidade de São Paulo University, IFIP, or FGV. Okay, the next one, please. And then this sectorial APS. Sometimes we may face a situation in which there would be a margin through a sector which is not appropriate for a determined company, or a kind of company. So those sectors, they would have agreements, advanced price agreements for specific sectors. Okay, so there's a kind of negotiations with the tax authorities to fix what would be the appropriate profit to be taxed. Okay. Next one, please. Petite parenthèse également, il faut savoir que dans ce que décrit Ciro, les APA, donc Advanced Pricing Agreement, donc accords préalables de prix, quand ils sont en tout cas unilatérales, c'est-à-dire décidés uniquement par l'une des administrations, cette procédure existe également en France, mais en pratique, c'est très peu utilisé pour l'instant par les groupes parce que ça prend beaucoup de temps et l'administration fiscale n'est pas toujours très constructive dans cette approche, donc c'est pas vraiment une procédure qui marche beaucoup, mais il faut savoir qu'elle existe. And then finally, there would be some situation in this mutual agreement procedure, which is something that the OECD is mentioning in a lot of their reports. In some of the reports, what it means that the taxpayer, they can
request for his tax authorities to enter into agreement of the tax authorities from the other jurisdictions, so they can agree which would be the tax, which profit would be taxed by each one. Okay, it's not in fact a litigation, but it's just kind of agreement between the tax jurisdictions. That there is agreement in which the taxpayers, they are not part, but it would be possible, and there's a forecast in the French-Brazil Double Taxation Treaty in the Article 2025. Okay, so this would be the expected changes while amending the Brazilian transfer price rules towards the OECD standards. Okay, thank you for all. Ça a été extrêmement intéressant, extrêmement technique, et je suis sûre pour cela que nous devons avoir plein de questions. Donc, je pense que là, c'est Rose. Je ne sais pas, Rose, comment est-ce qu'on organise les questions des participants? Est-ce qu'elles se font par écrit? Je pense que vous maîtrisez ça bien mieux que nous. Oui, normalement, les gens ils peuvent poser quand même par écrit, mais pour l'instant, il n'y a pas de questions ici. Donc, si vous voulez maintenant le participant, vous pouvez poser directement. Il suffit d'activer votre micro et poser la question. Sinon, vous pouvez écrire dans l'espace et ils vont répondre. Est-ce que je peux poser une question, moi? Oui, bien sûr. Vous êtes prioritaire. Oui. Je crois que votre micro est désactivé. Votre micro est débranché. Là, ça marche. Voilà, c'est OK. Bon. Oui, donc ce qui est très intéressant, évidemment, c'est de voir à quel point le Brésil et l'OCDE s'efforcent de réduire les différences entre les deux systèmes et que finalement la convergence est une bonne, est bien engagée, en quelque sorte. Mais est-ce que finalement l'objectif serait de faire entrer le Brésil dans le système OCDE purement et simplement, ou est-ce que l'idée est de lui laisser une marge d'originalité, notamment en maintenant une certaine préfixation des marges côté brésilien, en considérant que finalement le système s'adaptera et qu'il y aura convergence, mais pas confusion. Autrement dit, est-ce que le Brésil va basculer à terme dans le système commun de l'OCDE, ou est-ce que l'objectif recherché par le gouvernement brésilien et finalement accepté par l'OCDE serait de lui maintenir son originalité dans une certaine mesure? Voilà la question que je voulais vous poser. La question, je pense que c'est pour Ciro. Est-ce que vous avez compris, Ciro? Ciro, Sim. você está me ouvindo? A questão do embaixador foi a seguinte, ele, nitidamente o Brasil está se aproximando do sistema da OCDE, mas a intenção, o que você sente dessa evolução é que o Brasil vai ter que se dobrar e aderir totalmente ao regime da OCDE em matéria de transfer price, ou que a OCDE está aberta a deixar o Brasil um pouco de originalidade, um pouco de especificidade local, contanto que ele se aproxime ao sistema que é pronado pela OCDE. Obrigado, exatamente isso. Mr. Embaixador, eu respondo em português ou em inglês? Pode responder em qualquer língua. O português. Ok. Senhor Embaixador, eu acredito o seguinte, em todos os reports que nós lemos da OCDE, junto com a Receita Federal, está escrito que
o Brasil vai aderir plenamente aos princípios da OCDE. Por outro lado, a OCDE também ela reconhece que existe uma característica nos padrões brasileiros que é o de simplicidade e certeza. É uma simplicidade e certeza relativa porque ela é somente doméstica. No que diz respeito às transações internacionais, ela não é tão certa assim, porque há situações de dupla tributação, né? Então, essa simplicidade e certeza, ela ficaria, essa sim seria relativizada. E a ideia é de que haja uma aderência total aos princípios de arm's length, como se menciona, né? A adequação dessas duas ideias, desses dois princípios, é o que talvez se traduza em algumas ferramentas um pouquinho diferentes do que é o tradicional da OCDE, né? Eu diria que essas ferramentas seriam os chamados safe harbors, né? E a adoção de algumas margens setoriais, entendeu? Margens setoriais que teriam uma flexibilidade melhor, uma flexibilidade na sua negociação, por assim dizer, né? Ao invés de o contribuinte ou os setores levantarem seus próprios dados, poderia se trabalhar com dados levantados por instituições públicas ou fundações de pesquisa, né? Isso já é uma prática que nós temos no Brasil, por exemplo, para o ICMS, né? No qual um regime tributa por antecipação toda a cadeia de acordo com uma margem que é calculada por determinadas fundações, TV e FIP, que seja, né? Então, em resumo, haveria sim o drive, o direcionamento é o de adesão integral aos princípios da OCDE, né? Fazendo-se algumas concessões às características brasileiras. E desde que essas concessões não fujam, não machuquem o princípio de arm's length. Obrigado, muito claro. Obrigado. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? On passe... Non, c'est très clair, effectivement. Je crois que Yuri a une question. Voilà. Je vais donner la permission pour qu'il peut parler. Ouais. D'accord. Oui, bonjour à tous. Vous entendez? Oui. Ah, parfait. Je vous remercie, hein, c'était vraiment très pratique l'exposé. Mais j'ai une question, en fait, aux deux intervenants. Dans les cas, M. Colson a bien parlé de l'exemple des logiciels. Une filiale brésilienne qui est installée au Brésil, mais tout est fait, sauf la vente ou la cession, c'est fait ici au Brésil, mais les ingénieurs sont tous situés au siège en France, d'accord? Donc, comment normalement on ne peut pas payer d'impôts, on ne facture pas cette prestation de services à l'étranger, hein, en France? Est-ce que le prix de transfert, est-ce que c'est intéressant pour les groupes utiliser les règles des prix de transfert, étant donné que le Brésil utilise cette marge fixe en fait? Est-ce qu'on ne facture pas et on utilise, parce que Colson a bien dit que finalement, il y a une charge pour le groupe qui devient important parce que la société brésilienne ne facture pas. Donc, quel est, dans ces cas, étant donné les règles des prix de transfert et dans l'exemple du logiciel, est-ce qu'on utilise les règles des prix de transfert dans ces cas? Est-ce qu'on peut trouver une solution pour qui soit intéressante pour le Brésil et la France? Alors, merci beaucoup, cher confrère. Alors, c'est exactement, c'est une très belle illustration de la problématique. Effectivement, on n'a pas aujourd'hui de solution pratique très satisfaisante. Ce qu'on sait, c'est qu'en France, il y aura un redressement. Et c'est vrai que donc il y a un ajustement qui va être fait en France par l'administration fiscale française, et on aimerait
qu'au Brésil, il y ait un ajustement symétrique qui puisse permettre de ne pas être perdant sur les deux tableaux. Après, la variable aussi qui rentre dans tout ça, c'est le régime du lucro presumido. Parce que c'est sûr qu'au Brésil, à partir du moment où le niveau de charge de la filiale ne va pas être vraiment audité, puisqu'on est dans un régime de bénéfices présumés, j'ai envie de dire que peu importe le niveau de charge de la filiale au Brésil, on n'a pas d'ajustement à faire sur le niveau des charges au Brésil, puisque de toute façon, elle est taxée sur un bénéfice présumé. Ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'en France, si la société mère ne facture pas alors qu'une grande partie du service est faite depuis la France, il va y avoir un problème et l'administration va redresser. Donc, au final, la situation est assez… c'est sûr embêtante, puisqu'on a un redressement en France, mais au Brésil, on ne va pas forcément récupérer… on ne va pas forcément voir sa charge d'impôt évoluer et ajuster. On va rester sur ce régime du lucro presumido. Si en revanche, la filiale localement est au régime réel, là, on a clairement un problème de double imposition économique, puisque si on rajoute un profit taxable en France, alors qu'au Brésil, le niveau de charge, lui, qui était faible, et donc avec une forte marge, si ce niveau de charge n'est pas ajusté par l'administration fiscale brésilienne, on a évidemment une double imposition économique. Et vous avez tout à fait raison, cher confrère, on a une situation pratique qui est pour l'instant pas satisfaisante. C'est pour ça, à mon avis, que l'évolution de la législation brésilienne est un sujet qu'on doit absolument suivre de près, parce que si les deux pays dansent, on va dire, sont calibrés sur les mêmes principes, on pourrait beaucoup plus facilement obtenir une situation harmonieuse. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Il y a d'autres questions? Arnaud, vous voulez profiter quand même pour ajouter quelques points, parce que nous avons encore quelques minutes. Alors, oui, alors bien sûr, c'est un sujet qui est très vaste, les prix de transfert. Donc, on aurait pu faire une présentation de 3 heures, 4 heures. On a choisi 1 heure pour aussi… je pense que, encore une fois, l'idée, c'est vraiment de ressortir de ce webinaire avec des idées essentielles. Je pense que c'est très important de mettre en place au niveau des groupes une politique de prévention des risques et donc de s'intéresser vraiment à ces questions de prix de transfert. On n'a pas parlé non plus de la documentation juridique qui va avec, mais pour documenter des prix, il faut des contrats. Et dans la partie de ces contrats consacrés à la rémunération, il faut pouvoir justifier comment ces prix sont facturés. Je pense que ce qui est très important, c'est d'avoir une vue d'ensemble. On ne peut pas traiter la question des prix de transfert uniquement avec l'angle franco-français ou uniquement avec l'angle franco-brésilien. C'est pour ça qu'on a cette approche avec Silo d'avoir une vue transversale sur les deux systèmes fiscaux afin justement d'éviter une absence totale de parallélisme des situations. Donc, je pense que ça, c'est très important. Et donc, il faut que les groupes n'hésitent pas à solliciter ce genre d'études afin de jeter un œil sur leur politique de prix intragroupe. Ciro, I don't know if you want to add something in Portuguese or in English. Okay. No, I believe that we need to understand that although the governments that we are facing, although these times, it seems that the tax administration in Brazil, they are willing to have this convergence made in fact. Of course, there's some work, a lot of work still have to be made, but we had an experience when some discussions with our colleagues from Colombia, for instance, and Colombia is already OECD member before Brazil, and once we talked with her, and she mentioned that before entering in the OECD, you need to act as if you were an OECD member, and it takes some time to do that, and a lot of amendments needs to be made in Brazilian legislation. But what is interesting is that the tax administration, they are working
and they have in mind that this is a convergence that must to be made. This is the work that we see that is being done, and a full engagement of these auditors by doing their work, and then to give the suggestions and the amendments to our parliament to approve. Okay, but I believe in fact that we will have this work done to in fact join the OECD, as I've seen to this moment. That's why. That's okay. Thank you. Je vais profiter de la présence de Arnaud ici, surtout de Ciro ici. Bon, c'est évident que le Brésil fait un effort très grand pour adhérer, être accepté à l'OCDE, parce que c'est un gage que le pays respecte des critères, des pratiques commerciales, fiscales, internationales. Ciro, comment va notre réforme fiscale? Je sais que c'est une question très délicate. C'est une question depuis que je commençais à pratiquer le droit, et ça fait déjà un certain temps. On parle de réforme fiscale au Brésil. À chaque gouvernement, il y a... et c'est très étonnant parce que tout le monde est d'accord qu'il faut une réforme fiscale. Je n'ai jamais entendu un gouvernement, un politicien, un homme d'affaires dire qu'il ne fallait pas faire des réformes fiscales au Brésil, que la fiscalité brésilienne était très bien telle qu'elle était. Donc tout le monde est d'accord, mais on n'arrive pas. Nous savons qu'on n'arrive pas, surtout parce que nous sommes une fédération. Donc, les partages des recettes fiscales entre Union, État et municipalité, c'est quelque chose, personne ne veut lâcher son morceau du gâteau. Mais en quelques secondes pour voir si tu nous donnes un petit peu d'histoire, est-ce que tu penses que nous sommes dans la bonne voie pour une réforme fiscale au Brésil? Sobre pouquinho a reforma fiscal, né, Isabel? Então, para resumir, eu falei assim, que desde que eu me conheço como advogada, todo mundo está de acordo que precisa de uma reforma fiscal no Brasil. Eu nunca ouvi um político, um homem, um empresário, um economista dizer que o nosso sistema fiscal é lindo, maravilhoso e que não precisa mudar. Todo mundo sabe que precisa mudar. Se fala de mudança desde que eu comecei a estudar direito, então imagina quanto tempo faz isso, e não sai. A reforma fiscal está na pauta do governo atual. Você acha, e de maneira muito resumida, uma opinião de um fiscalista brasileiro, você acha que alguma chance que nós tenhamos uma reforma fiscal a curto prazo no Brasil, ou nós temos que esquecer esse governo e, quem sabe, o próximo consiga fazer uma reforma fiscal como cada um desejou e não conseguiu? Eu acho que nós temos o tempo, ou nós estamos em fevereiro. De hoje, we are now in February. And from February to December, we have still, let's say, almost 11 months, okay? And the next year is going to be our elections for president. So next year, nothing will happen. There are two major reforms. They are being discussed, which are the tax reform, as you well remember, and the administrative reform. The size of our states, okay? I believe that as a person who deals with taxation, and some colleagues may not agree fully with me, but the amendment that we will have with the taxation in Brazil will be to join the PIS and COFINS, which is the social contribution, is the federal social contributions on revenues, okay?
These are the one of the points that raises a lot of discussion and contentions with the courts. Okay, but the major tax reforms, I do not believe that we will have time to discuss with the Congress that we have now in Brazil, and because it's just not a matter of, it's not just a matter of making a reform, it's a matter of entering in a negotiation between the federal, state, all the other 27 states, 26 and the federal state, okay, and other local entities. We are talking about 5,500 cities, the municipes. So it's not a work to be 1 or 3 months, although we have some amendments in the Congress. But we have in the Congress a new profile. I don't know if we have, if you're updated of this, the new presidents in the Congress that we have, and the chiefs of the Congress. And it seems that the tax reform is not still the main concern for them. Okay, everybody knows that it is a quite problematic in Brazil to spend. The last time I saw in the World Bank research in Brazil, a company spends 1,500 hours per year just to fulfill with the ancillary obligations, not to pay tax, just to calculate the taxes, let's say like that. Okay, it's been decreasing, but it is still hard. But unfortunately, I do not feel that this is the main concern that our parliament has in mind. Donc, ambassadeur, il va falloir que dans l'année prochaine, on fasse un autre webinaire sur la réforme fiscale au Brésil. Voilà, on n'est pas au bout de nos peines. C'est vrai que la réforme, le Brésil a besoin d'une réforme fiscale. Et de temps en temps, moi, comme brésilienne, la France est vue de l'extérieur comme un pays très taxé. C'est vrai que la France peut avoir des taux d'imposition élevés. Mais moi, en tant que brésilienne, si je compare les deux régimes, et je ne suis pas du tout tax lawyer, je trouve que la France est de moins en moins un pays, surtout pour la fiscalité des entreprises, un pays qui a une taxation trop élevée. Il a eu des efforts très considérables qui ont été faits par le gouvernement pour baisser les taux d'imposition. Donc, l'argument qu'on entendait avant des sociétés brésiliennes que ne voulaient pas s'implanter en France parce que la taxation était trop lourde, je pense que cet argument n'est plus valable, ou au moins n'est pas aussi déterminant que les personnes croient. Je pense qu'il faudrait un effort de communication de la France pour montrer qu'il a eu vraiment beaucoup d'efforts dans ce domaine pour attirer des investissements étrangers. Donc, je vous remercie, au nom de la commission juridique, je vous remercie beaucoup. Ça a été extrêmement intéressant, très technique. On avait besoin de ça. On a besoin des sujets comme ça. Et je laisse la parole à l'ambassadeur Lescourtier pour le mot de la fin. Merci Maria-Isabelle. Je crois que sur la réforme fiscale du Brésil, c'est un sujet qui nous occupera encore beaucoup. C'est essentiel. Vous avez dit aussi qu'en France, les choses évoluent. Je crois que pour les entreprises étrangères, la France n'est plus un pays surtaxé. Nous sommes à peu près dans la moyenne de l'OCDE pour ce qui concerne les entreprises. Et par conséquent, je crois que l'attractivité de la France, de ce point de vue-là, s'est améliorée incontestablement. Mais j'en reviens à nos fameux prix de transfert pour remercier la commission juridique, sa présidente, bien entendu, mais aussi nos deux orateurs qui ont eu l'habileté, je dirais, de nous présenter d'une façon claire, avec d'excellents
d'excellents arguments et d'excellents slides. Le sujet tel qu'il est, avec ses complexités, sa diversité, et puis tout de même le sentiment que d'abord, sur ce plan-là, des prix de transfert, des progrès de cohérence ont été faits de façon remarquable côté brésilien. On arrive maintenant à des relations qui sont quand même plus claires et plus évidentes. C'est moins compliqué que ça ne l'était précédemment. Il y a moins de fractures entre les deux systèmes. Et je crois que, comme nous l'a expliqué Ciro, on va vers une solution à relativement brève échéance. Je souhaite que ce soit le plus vite possible dans le cadre des efforts que le Brésil fait remarquablement pour s'approcher de l'OCDE. Je pense que sa candidature maintenant est presque sur le point d'aboutir. D'ailleurs, en ce qui concerne la France, s'il n'y avait que la France, le Brésil serait déjà certainement parmi les membres de l'OCDE. Donc c'est un souhait que j'exprime, mais c'est un souhait positif parce que je pense qu'on va y arriver très vite. D'ailleurs, au sein de l'ambassade à Paris, il y a toute une équipe remarquable qui travaille quotidiennement au rapprochement sur de nombreux sujets concernant le Brésil et l'OCDE. Et je crois qu'on va vers une simplification des procédures, une convergence presque totale dans les années qui viennent. C'est très important pour nos entreprises. Et la Chambre de commerce ne saurait être plus pressante en disant qu'il faut absolument que le gouvernement français milite en faveur de l'adhésion du Brésil à l'OCDE parce que ça simplifiera énormément nos relations qui sont déjà très intenses, mais qui ont besoin de ce petit assouplissement nécessaire pour que la convergence juridique soit parfaite sur le plan international. Voilà, merci en tout cas Arnaud, merci Ciro. Vous avez été très clair, très précis, même si le sujet évidemment n'est pas toujours facile. Et je suis persuadé que nos auditeurs en ont bénéficié. Merci encore à tous et je vous dis à la prochaine occasion. Nous examinerons certainement ces questions fiscales sous d'autres aspects, mais c'est tout à fait important. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci Rose. Merci a vous. Obrigado. Merci Rose. Au revoir. Obrigada, Ciro. Obrigado, Isabel.